Il était 23h10. Mon mari m'a giflé parce que le dîner n'était pas sur la table. Il a hurlé, va là-dedans et cuisine, espèce de femme inutile. Je suis restée silencieuse et j'ai marché vers la cuisine pendant 20 minutes. Quand je suis revenu avec un grand plat couvert, ils ont cru que c'était un délicieux repas. Mais quand j'ai soulevé le couvercle, le contenu n'était pas de la nourriture, mais un aller simple pour leur propre enfer personnel sur Terre. L'horloge de grand-père dans le salon indiquait 23h10. Dehors, la rue était submergée par un silence profond, rompu seulement par le doux bourdonnement des pneus de ma voiture sur le sol du garage. Mon corps me faisait souffrir. J'avais passé toute la journée au bureau à me débattre avec des montagnes de rapports d'audit qui devaient être prêts pour le lendemain matin. Ma tête lançait d'une douleur perçante comme si un marteau la frappait encore et encore. Pourtant, j'ai forcé un léger sourire sur mon visage, imaginant le lit douillet qui m'attendait. Tout ce que je voulais, c'était une douche chaude et une nuit de sommeil ininterrompue. J'ai coupé le moteur et j'ai marché pesamment vers la porte d'entrée. Les clés de la maison tintaient dans ma main, qui tremblait légèrement d'épuisement. En ouvrant la porte, une bouffée d'air froid provenant de la climatisation centrale m'a frappé. Étrange. Normalement, les lumières du salon étaient éteintes à 7 heures, mais ce soir, tout l'espace était brillamment éclairé. Un mauvais pressentiment m'a soudain envahi. Mes pas se sont figés sur le seuil quand j'ai vu 3 personnes assises sur le canapé du salon, leurs expressions illisibles. Michael, mon mari, était assis au centre, les jambes croisées avec arrogance. À sa droite se trouvait Brenda, ma belle-mère, me fixant avec des yeux perçants et accusateurs. À sa gauche, Jessica, ma belle-sœur, faisait défiler du contenu sur son téléphone, bien qu'elle me lançait de temps en temps un regard avec un sourire cynique. Avant même que je ne puisse dire bonjour, Michael a bondi sur ses pieds et s'est dirigé vers moi à grands pas. Son visage était rouge de rage, sa mâchoire serrée. Je pouvais voir les veines de son cou saillir, signe clair qu'il était sur le point d'exploser. « Chérie, je viens de rentrer » ai-je commencé à dire. Je n'ai jamais fini la phrase. Une gifle magistrale a atterri directement sur ma joue gauche. Le son a été si sec qu'il a brisé le silence nocturne du salon. Un picotement brûlant et une chaleur intense se sont immédiatement propagés sur mon visage. Ma tête a basculé sur le côté sous la force du coup. J'étais paralysé. L'épuisement que je ressentais quelques instants plus tôt semblait s'être évanoui, remplacé par un choc accablant. Ma main droite tremblait alors que je touchais ma joue, qui commençait déjà à s'engourdir. J'ai regardé Michael, cherchant un soupçon de remords dans ses yeux, mais il n'y avait rien, seulement l'éclat d'une fureur explosive. « As-tu vu l'heure qu'il est » a hurlé Michael, son visage à quelques centimètres du mien, sa salive m'éclaboussant le chemisier. « Pour qui te prends-tu à rentrer à cette heure-ci ? Faire la fête dehors pendant que ton mari est à la maison. » J'ai refoulé les larmes qui montaient. « Michael, j'ai fait des heures supplémentaires. Tu sais que c'est la fin du trimestre. J'ai une tonne de travail. D'ailleurs, je t'ai envoyé un SMS cet après-midi, ai-je répondu, la voix tremblante mais m'efforçant de rester calme. Je ne voulais pas paraître faible devant eux. Des excuses, interrompu Brenda de sa voix stridente. Elle s'est levée du canapé et a pointé un doigt vers mon visage. Quel genre de femme es-tu ? Nous sommes assis ici depuis 1 heure à mourir de faim. Il n'y a rien sur la table. Les casseroles sont vides. Le frigo est vide à part de l'eau froide. Essaies-tu de nous laisser mourir de faim, ton mari et moi ? Jessica est intervenue sans lever les yeux de l'écran de son téléphone, comme si j'étais moins importante que son flux de réseaux sociaux. Un peu de conscience de soi, Emily. Michael est fatigué d'être à la maison toute la journée. Le moins qu'une femme puisse faire quand elle rentre du travail, c'est d'apporter à manger ou de cuisiner, pas de revenir les mains vides. Tellement inutile. Je les ai regardés l'un après l'autre. Michael, au chômage depuis 6 mois après avoir été licencié pour détournement de fonds, bien qu'il dise toujours aux voisins qu'il lançait sa propre entreprise. Brenda, qui me demandait des milliers de dollars chaque mois pour ses dépenses et ses déjeuners avec ses amies mondaines, mais qui ne prenait pas la peine de débarrasser une seule assiette sale dans cette maison. Et Jessica, une fille de 25 ans dont le seul travail consistait à dormir, manger et faire des achats en ligne avec la carte de crédit supplémentaire que je lui fournissais. Tous vivaient de mon dur labeur. Tous respiraient sous le toit d'une maison dont je payais l'hypothèque chaque mois. Et maintenant, ils me hurlaient dessus parce que j'étais en retard pour leur cuisiner un dîner.
Va dans la cuisine maintenant, a encore rugi Michael, me poussant cette fois violemment par l'épaule. J'ai trébuché en arrière, percutant le range-chaussures. Et ne sors pas tant qu'il n'y a pas un repas décent sur cette table. Et sois prévenu, si ce n'est pas bon, je t'éclate l'assiette au visage. J'ai pris une profonde inspiration, essayant d'étouffer la rage qui commençait à brûler dans ma poitrine. Je voulais hurler, vomir toute la frustration que j'avais accumulée depuis si longtemps. Je voulais les jeter hors de ma maison à l'instant même. Mais non, la rage ne ferait que gâcher mon plan. J'avais besoin d'être calme pour les rembourser de la manière la plus douloureuse possible, une vengeance élégante qu'ils n'oublieraient jamais. Je me suis redressé et j'ai lissé mes vêtements. J'ai regardé Michael droit dans les yeux. Il n'y avait plus de peur ni de tristesse dans mon regard, seulement un vide glacial. Très bien, ai-je dit, d'une voix basse mais ferme. Je vais préparer un plat spécial pour vous tous, celui que vous méritez le plus ce soir. Sans attendre de réponse, je suis passé devant Michael, ignorant le regard de mépris de Brenda et le rire moqueur de Jessica. Je suis allé directement à la cuisine, l'endroit où je passais habituellement des heures à les servir comme une domestique. Mais ce soir serait différent. Ce soir, aucun arôme d'un délicieux repas n'émanerait de cette cuisine. Ce soir, cette cuisine deviendrait l'endroit où je préparais leur ruine. Une fois à l'intérieur, j'ai fermé la porte fermement. J'ai appuyé mon dos contre elle et j'ai fermé les yeux un instant pour reprendre des forces. Le picotement sur ma joue était toujours là, mais la douleur dans mon cœur était bien plus insupportable. Pendant nos 5 années de mariage, j'avais toujours essayé d'être une épouse dévouée. J'avais fermé les yeux sur la paresse de Michael, j'avais enduré les critiques de Brenda et j'avais cédé aux caprices de Jessica. Je pensais qu'avec de la patience, il changerait. Comme j'avais tort. Ma patience n'avait fait que nourrir les monstres en eux. Ils étaient devenus plus avides, plus cruels et plus impudents. J'ai ouvert les yeux. Les larmes que j'avais retenues avaient disparu. Cela ne valait pas la peine de pleurer pour des parasites comme eux. Je suis allé vers un tiroir dans un coin de la cuisine où je gardais des choses importantes que j'avais cachées. C'en était assez. Ce drame familial devait se terminer ce soir. Le bruit d'un couteau frappant une planche à découper a résonné bruyamment. Chop, chop, chop. Le rythme remplissait la cuisine, pénétrant les murs et atteignant le salon. Je savais exactement ce qu'il pensait là-bas. Il souriait sûrement, se sentant victorieux d'avoir plié ma volonté une fois de plus. Il devait penser que l'épouse idiote et effrayée coupait précipitamment des oignons ou de la viande pour satisfaire leurs estomacs choyés. Mais sur le comptoir de la cuisine, il n'y avait pas un seul ingrédient. Le grand couteau de chef frappait juste la planche de bois vide encore et encore. Cela faisait partie du spectacle. Je voulais qu'ils se sentent au sommet du monde avant de les précipiter dans l'abîme le plus profond. Pendant que je maintenais ce faux bruit, mon autre main s'affairait à préparer le vrai plat. J'ai sorti un grand plat en argent que nous n'utilisions normalement que pour la fête de l'Action de grâce ou les grandes célébrations familiales. Le plat brillait sous les lumières de la cuisine. Je n'y ai placé aucune assiette de riz ou de ragoût. Il n'y avait pas de rôti, pas de soupe au poulet, pas de légumes sautés, ce qu'ils exigeaient habituellement. À la place, j'ai sorti un dossier épais d'un tiroir secret sous l'évier, un dossier que je préparais depuis 3 mois, attendant le bon moment pour le mettre en lumière. Je l'ai ouvert et j'en ai extrait 3 documents clés. Premièrement, l'acte de propriété de cette maison. La maison avait été achetée avec mes économies. Cependant, Michael m'avait poussé à mettre son nom aussi, pour qu'il se sente valorisé en tant que chef de famille. Mais le mois dernier, après avoir payé la dernière échéance de l'hypothèque avec ma prime annuelle, j'avais secrètement travaillé pour que le titre soit légalement transféré uniquement à mon nom. Le processus a été compliqué et coûteux, mais heureusement, j'avais un avocat de confiance qui a travaillé rapidement et sans que Michael ne s'en aperçoive jamais. Ce document était la preuve que chaque brique, chaque tuile et chaque mètre carré de cette propriété m'appartenait. Deuxièmement, les papiers du divorce. Les documents étaient déjà complets avec ma signature notariée. Ils détaillaient tous les motifs du divorce, violence verbale, violence physique, celle qui venait de se produire et qui avait heureusement été enregistrée par la caméra de sécurité que j'avais installée dans le salon la semaine dernière, et abandon financier. J'en avais fini de subvenir aux besoins d'un homme dont le seul talent était de donner des ordres. Troisièmement, une pile de relevés bancaires aussi épaisse qu'un carnet.
J'avais surligné en jaune chaque virement ayant quitté mon compte pour financer leur mode de vie, le leasing de la voiture de Michael, l'allocation mensuelle de Brenda pour ses déjeuners au country club, les factures de carte de crédit de Jessica pour des sacs et des chaussures de marque. Et même l'argent pour les cigarettes et l'essence de Michael. Tout était méticuleusement enregistré. La somme était astronomique, suffisante pour acheter un petit appartement comptant. C'était la preuve irréfutable que j'étais le pilier financier de cette famille, pas Michael. J'ai soigneusement disposé les 3 documents sur le plat, l'acte au centre, les papiers du divorce à gauche et les relevés bancaires à droite. Puis j'ai tout recouvert d'une cloche en argent étincelante. Parfait. À l'extérieur, cela ressemblait à une expérience gastronomique d'un restaurant 5 étoiles. J'ai regardé ma montre. Exactement 20 minutes s'étaient écoulées. C'était l'heure de l'événement principal. J'ai soulevé le plat à 2 mains. Il n'était pas aussi lourd que le fardeau que j'avais porté pendant toutes ces années, et pourtant il semblait être le plus beau poids que j'ai jamais tenu. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai composé mon visage en un masque d'indifférence et j'ai poussé la porte de la cuisine. Dans la salle à manger, ils étaient déjà tous les 3 assis autour de la table. Leurs visages montraient de l'impatience, couteau et fourchette en main, prêts à dévorer tout ce que j'avais préparé. En me voyant émerger avec le grand plat couvert, les yeux de Brenda se sont illuminés. « C'est mieux comme ça », a-t-elle dit avec dédain, s'installant dans sa chaise. Une femme doit être diligente. Il ne suffit pas de gagner de l'argent. Les estomacs de son mari et de sa belle-mère passent en premier. Michael a reniflé, le visage toujours aigri par sa rage de tout à l'heure. Tu en as mis du temps. J'espère que la nourriture en vaut la peine. Si c'est fade, prépare-toi à cuisiner de nouveau. Jessica a même tendu le cou. Qu'est-ce qu'il y a là-dessous, Frangine? C'est bizarre que je ne sente rien. Tu n'as pas juste fait des pâtes, n'est-ce pas? Je n'ai pas dit un mot. J'ai placé le plat juste au centre de la table avec un mouvement lent et solennel. Le son de l'argent frappant le plateau de verre les a fait taire un instant. Je me tenais en bout de table, les regardant l'un après l'autre avec une expression qui a fait froncer les sourcils de Michael. Peut-être a-t-il remarqué le changement radical de mon aura. Allez-y, ai-je dit laconiquement. C'est le meilleur plat que je puisse vous offrir ce soir. Mangez jusqu'à ce que vous soyez rassasiés. Impatient, Michael a tendu la main et a soulevé brusquement le couvercle en argent. Voyons ce que c'est. Sa phrase est morte dans sa gorge. Le son de la cloche posée sur la table a résonné bruyamment dans le silence soudain étendu. Il n'y avait pas de vapeur chaude, pas d'arôme d'épices ouvrant l'appétit. Sur le plat reposait seulement une pile de papier. Les yeux de Michael se sont écarquillés. Il a plissé les yeux, essayant de lire le document du dessus. Son visage, autrefois rouge de colère, est devenu lentement pâle lorsqu'il a reconnu l'entête et le titre. Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Sa voix tremblait, non pas de colère, mais de confusion et d'une panique naissante. Brenda, qui était presbyte, a saisi la pile de papier la plus épaisse. Où est la nourriture? Pourquoi nous donnes-tu des journaux? Es-tu devenue folle, Émilie? Mais quand elle a vu les chiffres surlignés sur les relevés bancaires, ses yeux sont sortis de leurs orbites. Ça? Qu'est-ce que c'est? Jessica, plus rapide à la détente, a arraché les papiers du divorce, les a parcourus du regard, puis m'a regardé, bouche bée. Michael, Émilie veut divorcer, a-t-elle hurlé de manière hystérique. La situation a explosé. Michael a jeté l'acte de propriété sur la table. Il s'est levé d'un bond, pointant un doigt tremblant vers moi. Des papiers de divorce? Pour qui te prends-tu pour divorcer de moi, espèce de femme ingrate? Et cet acte? Pourquoi n'y a-t-il que ton nom dessus? Où est le mien? Tu m'as piégé. J'ai souri à un sourire très doux, mais qui semblait froid et tranchant. Mangez votre réalité, Michael. Brenda, Jessica, rassasiez-vous en regardant ces chiffres. C'est le montant de mon argent que vous avez tous mangé pendant tout ce temps, ai-je dit, regardant Michael droit dans les yeux. Cette maison est légalement la mienne. L'acte original est dans un coffre-fort à la banque depuis ce matin. Ce n'est qu'une copie, donc c'est inutile de la déchirer. Puis je me suis tourné vers Brenda, qui commençait à trembler en tenant les relevés bancaires. Et à l'instant même, je vous expulse tous de ma maison. De quel droit nous jettes-tu dehors? A hurlé Brenda,
sa voix si aiguë qu'elle m'a fait siffler les oreilles. C'est la maison de mon fils. Michael est le chef de cette famille. Tu vis ici seulement par prêt. Chef de famille? J'ai ri doucement, un son amer. Quel chef de famille subvient aux besoins de sa famille avec l'argent de sa femme? Quel chef de famille laisse sa propre mère insulter sa femme? Pour votre information, Brenda, Michael n'a pas contribué d'un seul centime à cette maison depuis plus d'1 an. Même l'électricité qui alimente cette lampe au-dessus de votre tête est payée par moi. Michael a grogné, les poings serrés, prêt à me frapper à nouveau. Il a commencé à contourner la table, s'approchant de moi avec l'intention claire de me faire du mal. Toi. Retire ce que tu as dit ou je vais. Où tu vas quoi, l'ai-je défié. Je n'ai pas reculé d'un seul pas. Au contraire, j'ai levé le menton, le bravant. Tu veux me frapper encore? Vas-y. La caméra de sécurité dans ce coin a déjà enregistré ta gifle dans le salon tout à l'heure. Encore un geste et la vidéo sera automatiquement téléchargée sur le cloud et envoyée sur le téléphone de mon avocat. En plus des papiers du divorce, veux-tu ajouter une plainte pénale pour violence domestique? Michael s'est arrêté net. Il a levé les yeux et a vu la petite caméra avec une lumière rouge clignotante dans le coin de la pièce. Son visage s'est contracté dans un mélange de peur et de haine profonde. Il a réalisé qu'il était tombé droit dans mon piège. Sortez, ai-je dit froidement. Le silence que ma menace avait créé n'a duré que quelques secondes avant de se briser en 1000 morceaux, devenant un vacarme assourdissant. Brenda a été la première à perdre le contrôle. La vieille femme, qui prenait habituellement tant soin de son image de dame élégante devant ses amis, hurlait maintenant comme une furie. Elle a balayé tous les papiers de la table avec ses mains ridées, les éparpillant sur le sol. Son visage était trempé de larmes de rage, pas de tristesse. Sa fierté était écrasée par la belle-fille qu'elle avait toujours considérée comme peu plus qu'un distributeur automatique de billets sur pattes. Elle ne pouvait pas accepter la réalité que le luxe dont elle jouissait était sur le point de disparaître en un instant. Brenda a frappé ses paumes sur la table de la salle à manger encore et encore. Sa voix était perçante alors qu'elle me hurlait des accusations, m'appelant une escroc. Elle prétendait que j'avais manipulé Michael, utilisé de la magie noire, ou trompé son fils dans un moment de faiblesse pour saisir ses biens. Ces accusations étaient risibles. Comment pourrais-je tromper Michael pour ses biens alors qu'il n'en avait aucun au départ? Tout dans cette maison, de l'argenterie à la voiture dans le garage, avait été acheté avec mon propre argent durement gagné. Mais la logique ne semblait pas s'appliquer à ceux qui paniquaient à la perte de leur gagne-pain. Michael, qui avait été figé par la menace de la caméra, faisait maintenant les 100 pas dans la salle à manger comme un animal en cage. Il passait ses mains dans ses cheveux de frustration, ses yeux sauvages cherchant une issue, un moyen de retourner la situation. Il a ramassé la copie de l'acte au sol, l'a froissée en boule et me l'a jetée. L'impact a été léger, rebondissant à peine sur mon épaule, mais cela démontrait à quel point il se sentait impuissant. Il savait qu'il n'avait aucun fondement juridique. Les documents étaient authentiques, les relevés bancaires étaient réels, et il savait pertinemment qu'il vivait de mon argent pendant tout ce temps. Jessica, ma belle-sœur gâtée, a réagi différemment mais de manière tout aussi agaçante. Elle n'a pas crié ni enragé. Au lieu de cela, elle a éclaté en sanglots hystériques, serrant le sac à main de créateur qu'elle avait acheté la semaine dernière avec ma carte de crédit, bien sûr. Elle suppliait son frère de faire quelque chose, terrifiée à l'idée d'être sans abri, de ne plus pouvoir se pavaner sur les réseaux sociaux, de voir ses amis découvrir qu'elle n'était pas réellement riche. Ces gémissements pathétiques me donnaient mal à la tête, mais en même temps, ils m'apportaient une étrange satisfaction. Enfin, cette fille ressentait la peur de l'avenir, la même peur qui m'avait tourmenté chaque fois que je voyais ses relevés de carte de crédit. Je les ai laissés se défouler pendant quelques minutes. Je me tenais immobile en bout de table, les bras croisés, savourant le spectacle de la destruction d'une famille de parasites. Quand j'ai décidé que c'était suffisant, je suis allé vers un coin de la pièce où j'avais caché quelque chose derrière les longs rideaux. J'ai sorti 3 grands sacs poubelles noirs, du type ultra résistant, remplis à craquer. Je les ai traînés jusqu'au centre de la pièce. Le bruit du plastique raclant le sol carrelé les a fait se retourner. De toutes mes forces, je leur ai jeté les sacs l'un après l'autre. Thump, thump, thump. Les 3 énormes sacs ont atterri à leurs pieds. Michael a sursauté de surprise. Brenda a cessé ses hurlements, et Jessica a interrompu ses pleurs un instant.
Ils ont regardé les sacs poubelles avec confusion. Une légère odeur de naphtaline s'en échappait, mêlée à une senteur de poussière. Ce sont vos affaires, ai-je dit, d'un ton plat et sans émotion. Jessica a poussé un cri hystérique et a déchiré l'un des sacs en plastique. Son contenu s'est déversé sur le sol, des vêtements froissés et roulés n'importe comment, plusieurs paires de chaussures empilées sans leur boîte, et des cosmétiques jetés sans trousse. Elle a pleuré encore plus fort en voyant sa collection de vêtements chers traités comme des ordures. Elle a protesté que ses vêtements seraient abîmés, mais je m'en moquais. Pour moi, c'était juste du bric-à-brac qui devait être évacué de ma maison le plus vite possible. Brenda m'a regardé avec incrédulité, comme si je venais de me transformer en monstre. Elle a serré sa poitrine, simulant une crise cardiaque. Elle a commencé à respirer lourdement, espérant que je m'adoucirais et annulerais l'expulsion. Cette ruse fonctionnait à chaque fois autrefois. Chaque fois que je me fâchais, elle feignait la maladie, et je finissais par m'excuser et m'occuper d'elle. Mais cette fois, je l'ai juste regardée froidement. Je connaissais les résultats de son bilan de santé du mois dernier, son cœur était parfaitement sain. La seule chose malade était son âme, remplie d'envie et de malveillance. Michael a essayé de s'approcher à nouveau de moi, cette fois avec un ton suppliant et fin. Il a baissé la voix et a essayé de me prendre la main, mais je l'ai retiré brusquement. Il a commencé à parler de nos bons souvenirs, des vœux que nous avions faits et de ce que les voisins diraient si nous divorcions. Il essayait de manipuler mes sentiments avec ses vieilles armes, la pitié et la peur de l'opinion publique. Mais il oubliait que le cœur d'une femme, blessée à plusieurs reprises, finit par geler et devenir dur comme la pierre. Il ne restait plus de fissure pour que Michael puisse s'y glisser. J'ai regardé ma montre. 5 minutes s'étaient écoulées depuis mon ultimatum. J'ai sorti mon téléphone de la poche de ma robe, j'ai tapoté quelques fois et je leur ai montré l'écran, qui affichait le bouton d'appel d'urgence du bureau de sécurité de la résidence fermée. J'ai regardé Michael intensément, lui donnant un dernier avertissement non négociable. Ma patience est à bout, et je refuse de perdre une minute de plus dans ce mélodrame de bas étage. Maintenant, prenez ces sacs poubelles et traînez-vous hors de ma maison, ai-je ordonné fermement. Si vous êtes encore là dans 10 secondes, j'appuierai sur ce bouton. Les gardes de sécurité de la communauté viendront et vous expulseront de force. Imaginez la honte d'être traînés dehors comme des voleurs devant tous les voisins. Le choix vous appartient. Partez-vous de vos propres pieds avec le peu de dignité qu'il vous reste, ou partez-vous de force avec un spectacle gratuit pour tout le quartier? 1, 2, 3. Michael s'est figé. Son visage était livide. Il m'a regardé, cherchant dans mes yeux le moindre signe de doute, mais n'en a trouvé aucun. Il n'a vu qu'un sérieux mortel. D'une main tremblante, il a saisi l'un des grands sacs en plastique. Il a hurlé à Jessica d'arrêter de pleurer et de l'aider à porter les affaires. Il a également tiré sur le bras de sa mère, qui simulait toujours une crise d'asthme, pour qu'elle se lève. Ils ont enfin réalisé que je ne bluffais pas. La reine de la maison s'était réveillée, et ses ordres étaient absolus. La porte d'entrée de la maison s'est ouverte toute grande, révélant l'obscurité dense de la nuit. Une forte rafale de vent s'est engouffrée à l'intérieur, apportant avec elle les premières gouttes d'une pluie qui commençait à tomber lourdement. Le ciel semblait bénir mon plan de nettoyer la maison de toute saleté. Alors qu'un orage éclatait au moment même où ils faisaient leur premier pas dehors, le bruit du tonnerre lointain a grondé en synchronisation avec les battements de mon cœur, qui battait fort sous l'effet de l'adrénaline. Je me tenais sur le seuil, m'assurant qu'ils partaient avec leur sac poubelle plein de leurs maigres possessions. Michael est passé le premier, portant un grand sac en plastique noir sur l'épaule. Il avait l'air pathétique loin du mari arrogant qui m'avait giflé plus tôt. Sa chemise était trempée par la pluie battante, ses cheveux plaqués sur sa tête, et son visage baissé, cachant sa rage et sa honte. Derrière lui, Jessica traînait son sac à contre-cœur, jurant entre ses dents chaque fois que le plastique s'accrochait au pavé de l'allée. Brenda marchait avec difficulté, ne portant rien, essayant de maintenir les derniers vestiges de sa fierté avec le menton haut, bien que son corps commence à trembler sous le vent froid de la nuit. Au moment où le dernier pied de Brenda a franchi le seuil, j'ai refermé violemment la lourde porte en chêne. Boum. Le son est devenu le point final d'un chapitre sombre de ma vie. J'ai tourné le verrou et mis la chaîne de sécurité. Des coups violents ont commencé à l'extérieur. Quelques secondes plus tard, Michael a commencé à crier mon nom, puis à m'insulter, puis à supplier. Sa voix était étouffée, noyée par le bruit de la pluie,
qui martelait maintenant plus fort contre le toit. Je n'ai pas bronché. Je suis allé à la fenêtre de devant et j'ai légèrement écarté le rideau pour regarder. Dans la cour, tous les trois tremblaient de froid. La pluie était maintenant un déluge, les trempant en quelques secondes. Les sacs poubelles dégoulinaient, paraissant encore plus misérables. Michael frappait toujours à la porte, espérant que je m'adoucirais à la vue de leur état. Mais il se trompait. Les voir tremper a en fait apaisé les blessures de mon cœur. C'était le karma instantané qu'il récoltait pour la façon dont il m'avait traité pendant des années. Ne m'avait-il pas souvent laissé sous la pluie, attendant un taxi après le travail, alors que Michael prenait ma voiture pour sortir avec ses amis? Maintenant, ils pouvaient sentir l'eau froide s'infiltrer dans leurs os. Le chahut sur mon perron a attiré l'attention des voisins. Des lumières ont commencé à s'allumer dans les maisons de chaque côté. Certains ont ouvert leurs fenêtres ou sont sortis sur leur balcon pour voir ce qui se passait. Michael, réalisant qu'il avait un public, a instantanément changé de tactique. Il a cessé de m'insulter et a commencé à crier d'un ton pitoyable, essayant de jouer la victime. Il a crié aux voisins que j'étais une femme sans cœur qui avait jeté son mari et sa belle-mère malade au milieu de la nuit. Il agissait comme s'il était la partie lésée, espérant que la sympathie du public me forcerait à ouvrir la porte. À l'aide. S'il vous plaît, aidez-nous. Ma femme est devenue folle. Ma mère a des problèmes cardiaques. S'il vous plaît, ne nous laissez pas mourir ici, a hurlé Michael en pointant la porte d'entrée. Brenda, dont les instincts dramatiques étaient aiguisés comme des lames, s'est laissée tomber sur le sol mouillé du perron, faisant semblant de s'évanouir. Jessica s'est agenouillée à ses côtés, secouant le corps de sa mère tout en gémissant bruyamment, créant une scène de feuilleton. Certains voisins ont commencé à chuchoter. Le président de l'association des propriétaires, qui vivait 3 maisons plus loin, a commencé à s'approcher avec un parapluie. Je savais que je ne pouvais pas simplement rester là et laisser Michael déformer les faits. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé le poste de sécurité principal. Le téléphone a sonné 2 fois avant que la voix grave de Peterson, le chef de la sécurité, ne réponde. Je lui ai demandé de venir chez moi immédiatement avec son équipe, expliquant qu'il y avait un trouble à l'ordre public. Je lui ai dit que des étrangers faisaient une scène sur mon perron et perturbaient la paix de la communauté. Quelques minutes plus tard, 2 voitures de sécurité sont apparues, leurs gyrophares bleus clignotant. Peterson et 2 de ses hommes sont descendus rapidement. Ils se sont approchés du perron où le drame familial de Michael se déroulait. J'ai rassemblé mon courage et j'ai ouvert la porte d'un entrebâillement, juste assez pour parler à Peterson sans laisser Michael entrer. « Officier Peterson, veuillez emmener ces personnes » ai-je dit d'une voix forte, ma voix perçant le bruit de la pluie pour que les voisins espions puissent entendre. Michael était stupéfait. Il a essayé de se défendre auprès de Peterson. « Monsieur, c'est ma maison. Ma femme est juste bouleversée. S'il vous plaît, ne l'écoutez pas. » Mais Peterson était un professionnel qui travaillait ici depuis longtemps. Il savait parfaitement qui payait les charges de la communauté et de sécurité à temps chaque mois, moi, pas Michael. Il avait également vu Michael rentrer ivre de nombreuses fois ou inviter des amis pour des fêtes bruyantes dont les voisins se plaignaient. La sympathie de Peterson n'était clairement pas avec Michael. « Je suis désolé, monsieur Evans. Madame Evans est la propriétaire légale de cette maison, et elle vous a demandé de partir. S'il vous plaît, ne causez pas plus de problèmes à cette heure-ci, a dit Peterson fermement, prenant Michael par le bras. Nous allons vous escorter jusqu'à la barrière. Michael a essayé de résister, mais les 2 gardes costauds étaient beaucoup plus forts. Brenda, qui faisait semblant d'être inconsciente, s'est soudainement ranimée et s'est levée, craignant d'être soulevée de force. Ils ont été escortés hors de la cour comme des détenus. Le visage de Michael était rouge de honte d'être le centre de l'attention des voisins, qui le regardaient maintenant avec mépris. Son numéro de mari lésé avait échoué spectaculairement. Quand ils ont atteint la grille, Michael s'est soudain souvenu de quelque chose. Il s'est arrêté et s'est retourné, me criant dessus, moi qui me tenais toujours sur le perron. « Les clés de la voiture. Où sont les clés de la voiture? Mon portefeuille et les clés de la voiture sont toujours à l'intérieur. Jette-moi les clés. Laisse-nous au moins partir en voiture. » J'ai eu un petit sourire en coin et j'ai lentement secoué la tête. J'ai fait un pas en avant pour qu'il puisse voir mon visage clairement sous la lumière du perron. « La voiture? Quelle voiture, Michael?
Le SUV noir, ai-je demandé avec une fausse innocence. Pour ton information, le titre de cette voiture est à mon nom. J'ai fini de la payer le mois dernier avec ma prime. Donc, c'est ma voiture, et les clés sont cachées là où tu ne les trouveras jamais. Tu n'as aucun droit sur ce véhicule quel qu'il soit. Mais j'ai besoin d'une voiture. Où sommes-nous censés aller sous cette pluie, a hurlé Michael de frustration, sa voix se brisant sous l'averse. Ce n'est plus mon problème, ai-je répondu froidement. Tu peux marcher. Un peu d'exercice ne te fera pas de mal. Ou appelle un taxi. Oh, attends, j'oubliais que ton portefeuille est à l'intérieur. Et toutes les cartes de crédit dans ce portefeuille sont des cartes secondaires sur mon compte, et je les ai toutes annulées depuis mon application bancaire il y a 5 minutes, donc ça ne te sert à rien. Michael est resté là dans un silence de stupeur, le visage blanc comme un linge. Il venait de réaliser toute l'étendue de sa ruine. Pas de maison, pas de voiture, pas un seul centime à son nom. Peterson a fait signe à ses hommes de les faire circuler. Allez, monsieur. On y va. Ne dérangez plus Madame Evans, l'a averti le garde. Michael, Brenda et Jessica ont finalement abandonné et ont été emmenés loin de la luxueuse maison où ils avaient vécu comme des parasites. Ils ont marché péniblement sous la pluie torrentielle, traînant les sacs poubelles noirs qui étaient désormais leur seul bien. J'ai refermé la porte et je l'ai verrouillée. La pluie continuait de tomber fort dehors, mais à l'intérieur de ma maison, l'atmosphère était paisible et chaleureuse. Pour la première fois en 5 ans, j'avais l'impression d'être vraiment chez moi. J'ai senti un poids énorme quitter mes épaules. Appuyant mon dos contre la porte, j'ai poussé un long soupir et j'ai souri. Ce soir, j'allais dormir profondément, très profondément. Les portes de la communauté luxueuse se sont refermées derrière eux comme un mur séparant la vie confortable qu'ils venaient de quitter de l'enfer terrestre qui les accueillait désormais. La pluie ne s'est pas calmée, au contraire, elle s'est intensifiée avec un vent glacial qui les glaçait jusqu'aux os. Michael, Brenda et Jessica frissonnaient sur le bord d'une route isolée. Il n'y avait pas de toit pour s'abriter, seulement quelques arbres feuillus qui laissaient en réalité couler plus d'eau sur eux. Ils ressemblaient à des rats d'égout rejetés par une inondation, mouillés, sales et misérables. Les sacs poubelles noirs, leur seule fortune, semblaient plus lourds à mesure qu'ils se remplissaient d'eau à travers des nœuds mal serrés. Ils marchaient sans but le long du trottoir inondé. La faible lumière des réverbères éclairait leurs visages désespérés. Michael vérifia la poche de son pantalon pour la 100e fois, espérant le miracle d'un billet oublié ou d'une carte de débit perdue, mais il n'y avait rien. Son portefeuille en cuir coûteux avec sa pièce d'identité, son permis de conduire et ses cartes bancaires se trouvaient sur la table de chevet à la maison. Emily avait tout calculé parfaitement. Sans ce portefeuille, Michael n'était personne. Il ne pouvait pas louer une chambre d'hôtel, acheter de la nourriture, ni même prendre un café chaud dans un restaurant. Son identité et son accès à l'argent étaient verrouillés dans la maison, qui lui était désormais interdite. Brenda commença à délirer à cause du froid. Ses dents claquaient et ses lèvres devenaient bleues. La femme qui avait toujours l'air impeccable avec son maquillage semblait maintenant vieille et fragile. La pluie avait lavé son maquillage, lui laissant une apparence effrayante et des traces noires sous les yeux. Elle blâmait Michael d'une voix rauque qui se perdait dans le bruit de la tempête, maudissant sa stupidité pour ne pas avoir su contrôler sa femme. Dans la logique tordue de Brenda, tout cela arrivait parce que Michael n'avait pas été assez dur dans l'éducation d'Emily, et non parce qu'il l'avait opprimée pendant des années. Jessica trébuchait derrière eux. Le talon de l'un de ses talons aiguilles s'était cassé lorsqu'elle avait marché dans une fissure du trottoir, la forçant à boiter tout en portant la chaussure coûteuse désormais inutile. Ils trouvèrent enfin une épicerie fermée avec un auvent assez large pour offrir un peu d'abri. Sans un mot, ils s'effondrèrent, épuisés, sur le sol en carrelage froid et poussiéreux. Michael appuya son dos contre la grille de sécurité en métal froid. Son estomac grondait bruyamment, la faim commençait à s'installer brutalement. La dernière fois qu'ils avaient mangé, c'était à midi, et ce soir, ils s'attendaient au festin qu'Emily préparerait. Ironiquement, ils avaient reçu un plat inoubliable, bien qu'il ne soit pas comestible. L'image d'une assiette de nourriture chaude dansait maintenant dans son esprit, le torturant lentement. Jessica sortit son téléphone, son écran légèrement fissuré après avoir été cogné en traînant le sac poubelle. Elle essaya d'appeler un Uber avec les 10% de batterie qui lui restaient. Cependant, son doigt se figea lorsqu'elle réalisa que le mode de paiement dans l'application était lié directement à la carte de crédit supplémentaire d'Emily. Les mains tremblantes,
elle essaya quand même de réserver une course, et bien sûr, une notification apparut, transaction échouée. Emily avait tout bloqué. Jessica essaya alors d'appeler ses amis de la haute société, espérant que l'un d'eux l'aiderait. Le premier appel resta sans réponse. Le second fut rejeté. Le troisième fut pris par une amie nommée Sarah. Mais dès que Jessica expliqua qu'elle avait été mise à la porte et qu'elle avait besoin d'argent, Sarah prétexta une mauvaise réception et raccrocha. Jessica fracassa son téléphone par terre de frustration et éclata en sanglots, serrant ses genoux. Cette nuit fut terriblement longue et tortueuse. Il ne pouvait pas dormir. Les moustiques commencèrent à piquer leur peau humide. Le bruit occasionnel des voitures qui passaient les faisait sursauter. Chaque fois qu'une voiture de luxe passait, le cœur de Michael se serrait en se souvenant de son SUV noir, désormais garé confortablement dans le garage d'Emily. Dans le silence du petit matin, Brenda se plaignit d'une douleur aiguë à l'estomac à cause du froid et de la faim. Il n'y avait pas de médicaments, pas de couverture, pas d'eau chaude. Michael ne pouvait que regarder sa mère avec des yeux vides. Un sentiment de culpabilité commença à faire surface, mais son ego massif le repoussa rapidement, le remplaçant une fois de plus par la haine pour Emily. Il jura qu'il se vengerait dès que le soleil se lèverait. L'aube finit par poindre. La lumière du soleil était aveuglante mais n'offrait aucune chaleur à leur cœur. Leur corps était raide et douloureux. Une odeur de moisi émanait de leurs vêtements, qui avaient séché sur eux. Les gens qui passaient les regardaient avec dégoût, pensant qu'ils étaient les nouveaux sans-abri du quartier. Un employé qui arrivait pour ouvrir le magasin les chassa, jetant un seau d'eau à leurs pieds pour les faire partir. La dignité en lambeaux, ils traînèrent leurs affaires jusqu'à un banc de parc à proximité. Alors qu'ils étaient assis là, endurant une faim toujours croissante, Jessica, par ennui, ouvrit ses réseaux sociaux avec le reste de ses données. Ses yeux s'écarquillèrent lorsqu'elle vit la dernière story Instagram d'Emily postée il y a seulement 15 minutes. Jessica montra l'écran à Michael et Brenda. C'était une photo d'un bol de flocons d'avoine avec des baies fraîches et un latte fumant, avec un appartement propre et moderne en arrière-plan. En voyant la photo, l'estomac de Michael se tordit violemment, pas seulement de faim, mais à cause de l'envie et de la rage qui éclatèrent dans sa poitrine. Emily profitait de la vie pendant qu'il souffrait dans la rue comme des déchets. La réalité d'être sans le portefeuille de sa femme était terrifiante. Le monde n'était plus gentil, et il n'était que des grains de poussière sans valeur. Michael décida qu'il ne pouvait pas abandonner. Il avait toujours un travail, oui, il était toujours responsable marketing chez un distributeur de fournitures de bureau. Bien que son poste ne soit pas très important et son salaire médiocre, il le dépensait souvent dans de petits paris en ligne qu'il cachait à Emily. Il se dit que s'il pouvait se rendre au bureau, il pourrait demander une avance ou un prêt à un collègue pour louer une chambre temporaire pour sa mère et sa sœur. Il devait sauver ce qui restait de sa dignité d'homme. Il laissa Brenda et Jessica au parc, promettant de revenir avec de l'argent et de la nourriture pour le déjeuner. Avec une détermination farouche, il parcourut les 2000 jusqu'à son bureau. Il s'arrêta dans les toilettes publiques d'une station-service pour se laver le visage et se recoiffer. Bien qu'il ne pût enlever l'odeur de moisi de sa chemise froissée, il nettoya ses chaussures boueuses du mieux qu'il put avec une serviette en papier humide. Il était loin de ressembler à un manager, mais il n'avait pas d'autre choix. En arrivant dans le hall du bureau, la réceptionniste l'examina en fronçant les sourcils. Normalement, Michael arrivait dans des vêtements impeccables, sentant l'eau de Cologne coûteuse avec un air élégant grâce aux soins d'Emily. Aujourd'hui, il ressemblait à quelqu'un qui venait de survivre à une catastrophe. Michael ignora son regard étrange et se dirigea droit vers l'ascenseur. À l'intérieur, 2 employés d'un autre département se bouchèrent subtilement le nez et chuchotèrent en lui jetant des coups d'œil. Michael fit semblant de ne pas remarquer, fixant droit devant lui, le visage tendu. Son cœur battait la chamade, craignant que sa pauvreté soudaine ne soit découverte. Au moment où il atteignit son bureau, avant même qu'il ne puisse s'asseoir, une employée des ressources humaines était déjà là, le visage sérieux. Monsieur Evans, le directeur et la responsable des RH vous attendent dans la salle de conférence maintenant, dit-elle sans sourire. Michael eut un mauvais pressentiment. Une convocation soudaine comme celle-ci n'était jamais bon signe. D'un pas lourd, il suivit l'employé jusqu'à la salle de conférence au bout du couloir. À l'intérieur, le directeur général et la directrice des RH attendaient, assis avec une pile de documents sur la table. Leur visage était froid, sans trace de gentillesse. Michael s'assit sur la chaise indiquée,
essayant de sourire malgré ses lèvres tremblantes. Que se passe-t-il, messieurs? Il est inhabituel d'être convoqué si tôt, demanda-t-il, essayant de paraître décontracté. Le directeur fit glisser un dossier bleu vers lui de l'autre côté de la table. Ne tournons pas autour du pot. Nous menons un audit interne depuis une semaine, et nous avons trouvé de nombreuses irrégularités dans les notes de frais de l'équipe marketing que vous gérez. Le cœur de Michael sembla s'arrêter. Il ouvrit le dossier avec des mains moites. À l'intérieur se trouvaient des preuves de détournement de fonds opérationnels, des reçus d'essence falsifiés et même des factures gonflées de dîners avec des clients qui n'avaient jamais eu lieu. Pendant longtemps, Michael avait prélevé de petites sommes d'argent à l'entreprise pour maintenir son train de vie ou rembourser des dettes de jeu. Auparavant, chaque fois qu'il y avait une divergence, Emily, qui travaillait comme comptable dans un cabinet prestigieux qui se trouvait être le consultant externe de cette entreprise, l'aidait souvent à corriger les rapports ou couvrait même les pertes avec son propre argent pour sauver sa carrière. Emily le faisait pour protéger la réputation de son mari. Mais maintenant, ce bouclier protecteur avait disparu. De toute évidence, Emily ne couvrait plus le linge sale de Michael. En fait, c'était peut-être elle qui avait suggéré aux auditeurs internes de regarder de plus près son département. Je peux expliquer cela, monsieur. C'est juste une erreur administrative, bafouilla Michael, paniqué. Une sueur froide perla sur son front. Une erreur administrative, se moqua la directrice des RH. 50 000 $ ont disparu en 6 mois, et vous appelez cela une erreur administrative. Nous avons déjà vérifié auprès des restaurants et des stations-service que vous avez indiqués. Tous ces reçus sont faux. Et pire encore, nous avons reçu des informations selon lesquelles vous avez utilisé les ressources de l'entreprise à des fins personnelles. Monsieur Evans, interrompit le directeur d'une voix ferme comme un coup de tonnerre. L'entreprise ne peut tolérer ce type d'activité criminelle. À partir de ce moment, vous êtes licencié pour motif grave. Vous ne recevrez pas un seul centime d'indemnité de départ, car les pertes que vous avez causées à l'entreprise sont supérieures à toute somme qui vous est due. Et encore une chose, si vous ne rendez pas les 50 000 $ dans les prochaines 48 heures, nous porterons l'affaire devant les tribunaux. La police viendra vous chercher. Le monde de Michael s'écroula. Licencié, sans indemnité, menacé de prison. Il s'affaissa sur sa chaise, sans force. Il ouvrit la bouche, mais aucun son ne sortit. C'était fini. Le seul gagne-pain qui lui restait venait d'être coupé. Il essaya de supplier, se mettant même à genoux aux pieds de son directeur, pleurant et criant, oubliant toute dignité. Mais la décision était finale. 2 agents de sécurité furent appelés pour l'escorter hors du bâtiment. La scène de son expulsion de la veille se répétait, cette fois sur son lieu de travail. Michael fut conduit entre les bureaux de ses collègues, qui le regardaient avec surprise et mépris. Des murmures le suivaient partout. La nouvelle de sa corruption se répandit comme une traînée de poudre. Il fut forcé de ramasser ses objets personnels dans une boîte en carton qui contenait autrefois des nouilles instantanées. Il n'y avait pas grand-chose de valeur sur son bureau, juste une photo encadrée de lui-même posant avec un air de réussite. Alors que Michael sortait du hall de l'immeuble de bureau avec la boîte dans les mains, il vit quelque chose qui lui broya la poitrine au point qu'il ne pouvait plus respirer. Une luxueuse berline argentée s'arrêta à l'entrée VIP de l'immeuble adjacent, un centre d'affaires beaucoup plus prestigieux. La portière s'ouvrit et une femme qu'il ne connaissait que trop bien en sortit. C'était Emily, mais c'était une Emily très différente. Elle portait un tailleur élégant à la coupe moderne. Ses cheveux étaient parfaitement coiffés et elle portait des lunettes de soleil qui lui donnaient un air sophistiqué. Elle marchait avec assurance, accompagnée de 2 assistants portant sa mallette. Emily se rendait à une réunion avec un client important. Sa carrière décollait. Michael voulut crier son nom, courir après elle, mais ses pieds semblaient collés au sol. Il vit son propre reflet dans la vitre de l'immeuble, débraillé, sale, malodorant, tenant une boîte en carton. Pendant ce temps, Emily brillait comme un diamant fraîchement poli. À ce moment-là, Emily tourna la tête et jeta un coup d'œil dans sa direction. Derrière les lunettes de soleil, Michael put sentir un regard aiguisé et pénétrant. Emily ne s'arrêta pas, ne le salua pas, et ne montra même pas de surprise. Elle détourna simplement le regard et continua son chemin vers le gratte-ciel, laissant Michael paralysé sur le trottoir, un perdant total et absolu. La ruine de sa carrière était le complément parfait à sa souffrance, tandis que la femme qu'il avait méprisée volait désormais haut, hors d'atteinte.
Michael retourna au parc d'un pas lourd, comme s'il traînait des chaînes de 100 livres aux chevilles. Le soleil de midi tapait fort, brûlant sa nuque. Il serrait la boîte en carton de ses affaires de bureau, symbole de son échec. En chemin, son estomac ne s'arrêtait pas de gargouiller, se tordant de faim. Mais la faim n'était rien comparée à la peur qui le saisissait maintenant. Il devait faire face à sa mère et à sa sœur les mains vides, sans argent, sans nourriture, et pire que tout, avec la nouvelle qu'il était désormais un chômeur avec un casier judiciaire. Lorsqu'il atteignit le parc, il trouva une scène désolante. Brenda et Jessica étaient recroquevillées sur un banc à la peinture écaillée. Elles ressemblaient à des plantes déracinées. Brenda massait ses pieds enflés tandis que Jessica s'éventait avec un morceau de carton, son visage étant un masque d'agacement. Quand elles virent Michael au loin, leurs visages s'éclairèrent un instant. L'espoir d'un sandwich et d'eau fraîche brillait dans leurs yeux. Jessica sursauta même, ignorant la douleur à son pied, pour accueillir son frère la main tendue. Mais cet espoir fut brisé quand Michael arriva et lâcha la boîte sur le sol avec un bruit sourd et dévastateur. Il n'osa pas les regarder dans les yeux. Il baissa la tête, fixant ses chaussures en cuir autrefois brillantes, maintenant croûtées de poussière. D'une voix brisée, Michael leur raconta tout, son licenciement, l'audit qui avait révélé sa fraude, la menace de prison, et le fait qu'il ne recevrait aucune indemnité. Un silence dense les enveloppa, contrastant singulièrement avec le trafic bourdonnant de la rue. Et puis les larmes et la fureur éclatèrent. Brenda hurla hystériquement, sans se soucier des gens qui passaient. Elle frappa le bras de Michael avec le peu de force qui lui restait, reprochant à son fils préféré d'être si maladroit et stupide. Elle déplorait son sort de devoir vivre dans la rue dans sa vieillesse, comparant sa vie à celle de ses amis, qui faisaient probablement la sieste dans leur chambre climatisée. Les insultes jaillissaient de la bouche de Brenda sans filtre. Les mêmes mots durs qu'elle adressait autrefois à Emily, elle les crachait maintenant sur Michael. Jessica n'était pas moins cruelle. Elle donna un coup de pied dans la boîte de Michael, éparpillant son contenu. Elle insulta son frère, le traitant de raté inutile qui ne savait que causer des ennuis. Dans cette situation extrême, le masque de famille uni qu'ils avaient toujours porté devant Emily s'effondra complètement. Il n'y avait plus d'amour ni de soutien mutuel, seulement l'instinct de survie d'individus égoïstes se rejetant la faute pour leur pauvreté soudaine. Jessica blâma Michael pour sa corruption. Michael blâma Jessica et Brenda pour leur style de vie gaspilleur qui l'avait forcé à voler. Et Brenda les blâma tous les deux pour ne pas avoir trouvé de partenaire riche qui pourrait les entretenir. Lorsque l'argumentation épuisante s'apaisa, leur énergie épuisée et leur faim encore plus grande, Michael prit une décision désespérée. Il retira la montre de marque de son poignet, le seul objet de valeur qui lui restait puisqu'il la portait quand Emily l'avait mis dehors. Il exigea également les boucles d'oreilles en or que Jessica portait. Bien que Jessica ait résisté et crié, Michael et Brenda l'y forcèrent, arguant qu'ils avaient besoin de l'argent pour manger et louer une chambre bon marché. Finalement, le visage plein de ressentiment, Jessica remit ses boucles d'oreilles. Michael se rendit dans un prêt sur gage, vendant la montre et les boucles d'oreilles à un acheteur de rue. Sans papier et désespéré d'avoir de l'argent rapidement, il les vendit pour un prix ridiculement bas, bien en dessous de leur valeur réelle. Michael n'eut d'autre choix que d'accepter l'argent liquide, qui suffisait seulement pour quelques jours de repas modestes et une semaine de loyer dans une minuscule chambre dans un bidonville. Cet après-midi-là, ils louèrent une chambre à la journée dans une ruelle étroite, boueuse et malodorante. La chambre était minuscule, contenant à peine un matelas en mousse mince et affaissé. Les murs étaient humides et couverts de moisissures, sans fenêtre, seulement une petite grille de ventilation au-dessus de la porte. La salle de bain était à l'extérieur et partagée avec d'autres locataires qui les regardaient avec suspicion. Pour Brenda et Jessica, habituées à la maison luxueuse et propre d'Emily, cet endroit était l'enfer. Brenda se plaignait sans cesse de l'odeur d'humidité, des cafards et de la chaleur étouffante du petit ventilateur poussiéreux. Ce soir-là, ils mangèrent des plats à emporter bon marché. L'ambiance était sinistre, sans conversation. Ils mangeaient goulûment, consumés par la faim, mais leurs visages reflétaient la haine qu'ils ressentaient les uns pour les autres. Après le dîner, Michael glissa le peu d'argent qui lui restait sous son oreiller, prévoyant de l'utiliser le lendemain pour chercher des petits boulots. L'épuisement physique et mental fit que Michael et Brenda s'endormirent rapidement, ronflant bruyamment sur le matelas mince. Mais Jessica ne dormait pas. Ses yeux fixaient le plafond rempli de toiles d'araignée, son esprit était un tourbillon. Elle regardait avec dégoût sa mère et son frère, dormant la bouche ouverte.
Elle sentait qu'elle ne méritait pas d'être dans cet endroit misérable. Elle était jeune, jolie, et croyait mériter une vie meilleure. Elle détestait Michael pour avoir échoué en tant que pourvoyeur et se sentait accablée de devoir s'occuper de sa mère, dont la santé s'aggravait à cause du stress. Les murmures de l'égoïsme commencèrent à la tenter. Si elle restait avec eux, l'argent s'épuiserait en une semaine, et ils mourraient de faim ensemble. Mais si elle prenait l'argent pour elle, peut-être pourrait-elle s'échapper vers une autre ville, trouver un vieil ami, ou trouver un autre homme à exploiter. Lentement, prudemment, pour ne pas faire un bruit, Jessica glissa sa main sous l'oreiller de Michael. Son cœur battait la chamade. Elle sentit l'enveloppe de liquide et la retira doucement. Michael bougea légèrement et Jessica se figea de peur, mais il changea simplement de position et continua à ronfler. Jessica réussit à récupérer l'enveloppe, la rangea rapidement dans son sac à main, puis emballa silencieusement ses vêtements dans le sac en plastique noir. Sans un regard en arrière pour la mère et le frère qu'elle trahissait, Jessica se glissa hors de la chambre et disparut dans l'obscurité de la ruelle, emportant avec elle le seul espoir de survie de la famille. Le lendemain matin, les cris de Michael brisèrent le silence du quartier. Il se réveilla pour trouver son oreiller vide. L'argent avait disparu. Il regarda autour de lui, Jessica et ses affaires étaient également parties. Brenda fut réveillée en sursaut par les cris quand Michael lui dit que Jessica s'était enfuie avec tout l'argent. Elle ne le crut pas au début, elle nia, disant que sa fille bien-aimée ne pourrait jamais être aussi cruelle. Mais les preuves étaient claires. La porte n'avait pas été forcée, et il n'y avait aucun signe d'effraction. C'était manifestement un coup de l'intérieur. Brenda s'effondra, pleurant inconsolablement. Cette fois, ses sanglots étaient véritablement déchirants. Elle appelait Jessica la fille qu'elle avait toujours gâtée, qu'il avait maintenant abandonnée comme un déchet pour se sauver elle-même. Michael, au bord de la crise de nerfs, entra dans une rage folle. Il frappa le mur humide jusqu'à ce que ses articulations saignent. Il maudit Jessica avec les mots les plus vils. La douleur d'être trahi par son propre sang était bien plus profonde que celle d'avoir été mis à la porte par sa femme. Au moins, Emily avait des raisons claires de les haïr. Mais Jessica était l'une des leurs. Un parasite se nourrissant désormais d'un autre. Leur ruine fut complète lorsque le propriétaire de la pension frappa à la porte, furieux du vacarme matinal. Voyant l'état de Michael, le propriétaire prit peur et les expulsa sur le champ. Il s'avéra que Michael n'avait payé qu'un petit dépôt la veille au soir, et puisque Jessica avait pris le reste, ils furent à nouveau expulsés. Cette fois, ils n'avaient absolument rien. Zéro. Brenda pouvait à peine marcher, son regard perdu. Le choc de la trahison de sa fille avait brisé sa santé. Elle était pâle, couverte d'une sueur froide. Michael dut soutenir sa mère alors qu'il marchait dans les rues brûlantes. Dans son désespoir, Michael eut l'idée folle de retourner au seul endroit qui avait jamais été leur foyer. Il pensait que peut-être Emily s'était calmée, qu'elle ressentirait de la pitié en voyant l'état de sa mère. Avec leur dernier reste de force, Michael guida sa mère, marchant pendant des milles, pour revenir à la communauté de luxe où vivait Emily. Ils arrivèrent à la tombée de la nuit, ressemblant à des mendiants. Le vigile les reconnut et les observa avec méfiance, mais Michael plaida qu'il voulait juste voir la maison de loin. Ils se tinrent de l'autre côté de la rue. La maison était sombre et silencieuse. La voiture d'Emily n'était pas dans l'allée. La pelouse était impeccable, mais quelque chose fit fléchir les genoux de Michael. Un grand panneau était cloué sur la clôture, un panneau jaune avec d'énormes lettres rouges, à vendre. Numéro de contact X. Le dernier espoir de Michael s'évanouit. Emily ne les avait pas seulement mis à la porte, elle effaçait toute trace d'eux en vendant la maison. Elle était vide. Emily était partie, emportant son succès et son bonheur avec elle, laissant Michael et sa mère complètement seuls dans un monde cruel. Michael s'effondra sur l'asphalte, serrant les genoux de sa mère et pleurant silencieusement dans l'ombre de la maison qu'il méprisait autrefois. Pour Emily, les jours suivant l'expulsion de Michael et de sa famille furent des jours de silence guérisseur. Plus de cris pour avoir du café le matin. Plus de feuilletons de Brenda hurlant à plein volume. Plus de plaintes sur la nourriture ou la lessive. La maison devint si calme qu'Emily pouvait entendre le tic-tac de l'horloge de parquet et le bruissement du vent dans les arbres du jardin. Au début, le silence semblait étrange, mais il devint progressivement la couverture de paix dont elle avait rêvé pendant 5 ans. La première chose qu'elle fit fut de purifier la maison, littéralement et métaphoriquement.
Elle engagea des professionnels qui désinfectèrent chaque recoin, jetèrent les derniers détritus de Michael et remplacèrent tous les draps, rideaux et tapis. Elle voulait effacer l'odeur des cigarettes de Michael et le parfum entêtant de Brenda. Une fois que ce fut propre, elle contacta un agent immobilier. Elle décida de vendre. Même si elle l'avait payé de sa propre sueur, il y avait trop de mauvais souvenirs entre ses murs. Elle avait besoin d'un nouveau départ complet. La vente fut rapide, en 2 semaines, la maison fut vendue à un bon prix. Avec cet argent et ses économies désormais intactes, Emily acheta un luxueux appartement terrasse au centre-ville. C'était plus petit mais beaucoup plus moderne, avec une sécurité stricte. De sa fenêtre au 30e étage, elle pouvait voir les lumières de la ville, symbole de son avenir radieux. Sa carrière décolla également. Sans le drame familial qui l'épuisait, elle pouvait se concentrer à 100% sur son travail. Le projet d'audit majeur qu'elle dirigeait fut un succès retentissant. Ses patrons la promurent associée principale, ce qui s'accompagnait d'une voiture de fonction, d'un assistant personnel et d'un salaire beaucoup plus important. Emily changea de style. Les robes simples qu'elle portait autrefois de peur que Michael ne se mette en colère si elle achetait de nouveaux vêtements furent donnés. Maintenant, elle remplissait sa garde-robe de tailleurs de créateurs élégants. Son visage, autrefois fatigué, rayonnait désormais. Ses amis disaient qu'elle paraissait 10 ans de moins. Pour Emily, le divorce n'était pas un échec. C'était une opération pour retirer une tumeur maligne, et cela lui sauvait la vie. Le divorce au tribunal fut une formalité rapide. Michael ne s'est jamais présenté aux audiences, le juge a donc statué en faveur d'Emily par défaut. Lorsque le marteau du juge tomba pour la dernière fois, Emily ne pleura pas, elle sourit de soulagement, remerciant Dieu. Elle sortit du palais de justice en se sentant légère, comme si des chaînes avaient été retirées de ses chevilles. Ce soir-là, dans son nouvel appartement, alors qu'elle savourait une tasse de thé et un bon livre, elle reçut un SMS d'un numéro inconnu. Normalement, elle l'ignorerait, mais quelque chose lui dit de l'ouvrir. « Emily, c'est Michael. J'écris depuis le téléphone d'un étranger. S'il te plaît, aide-moi. Ma mère est très malade. Nous dormons dans la rue. Jessica s'est enfuie avec notre argent. J'ai l'impression que je vais mourir. Je jure que je changerai. Laisse-nous revenir. Reste-t-il un peu d'amour pour moi dans ton cœur ?» Emily lut le message sans expression. Elle ne ressentit aucune pitié, aucune envie d'aider, seulement du dégoût d'avoir sa paix interrompue. Elle se souvint comment Michael l'avait laissée seule avec une forte fièvre pour aller à la pêche. Elle se souvint comment Brenda avait jeté sa cuisine à la poubelle parce qu'elle était légèrement fade. Elle se souvint de la dernière gifle. Cet amour était mort, assassiné par eux à maintes reprises. Sans répondre, d'un doigt ferme, Emily bloqua le numéro et supprima le message. Elle se dirigea vers la fenêtre et regarda la ville. Elle imagina que dans un coin sombre, Michael pleurait sur son sort. Mais ce n'était plus son problème. Chacun est responsable de ses propres choix. Michael avait choisi d'être un abuseur paresseux quand il avait tout, et maintenant il devait faire face aux conséquences d'être un perdant quand il avait tout perdu. Emily prit une profonde inspiration, humant l'air frais de la liberté. Elle se sentait entière, forte. Elle réalisa qu'elle n'avait pas besoin d'un homme pour être heureuse, le bonheur était en elle. Cette nuit-là, elle dormit profondément, sans cauchemar. Elle savait que demain serait plus radieux à un chemin débarrassé des parasites, un chemin vers le vrai bonheur qu'elle avait construit pour elle-même. Elle avait transformé la douleur en force, et sa meilleure vengeance était d'être si prospère et heureuse que l'existence de ces traîtres était devenue totalement insignifiante. 1 an plus tard, une somptueuse salle de réception au centre-ville était magnifiquement décorée. C'était la grande inauguration de la 5e boutique d'Emily et le lancement de la fondation caritative qu'elle avait créée pour aider les femmes victimes de violences domestiques. Une Emily rayonnante coupa le ruban inaugural avec un sourire sincère. Elle portait une robe qu'elle avait conçue elle-même élégante et sophistiquée. Elle n'était plus la femme opprimée, mais un symbole de résilience et de succès. Après la cérémonie, un événement de sensibilisation communautaire commença, la distribution de 1000 colis alimentaires et d'une allocation en espèces aux personnes dans le besoin. Emily insista pour les distribuer personnellement. Une longue file de personnes attendait patiemment. Emily donnait à chaque personne son colis et une enveloppe avec un sourire aimable, jusqu'à ce que vienne le tour d'un homme squelettique poussant un vieux fauteuil roulant. L'homme portait des vêtements déchirés et sales.
Une odeur âcre émanait de lui. Dans le fauteuil roulant était assise une vieille femme dans un état encore plus pitoyable, son regard étant vague. Émilie lui offrit le colis de nourriture et l'enveloppe. « Voici, monsieur. Puisse ceci être une bénédiction pour vous et votre mère. » L'homme ne prit pas le colis tout de suite. Sa main tremblante s'arrêta. Il baissa les yeux, fixant les chaussures à talons hauts d'Émilie. Puis, lentement, il leva le visage. Ses yeux enfoncés rencontrèrent les siens. Le temps sembla s'arrêter. D'Émilie. Sa voix était à peine un murmure. Émilie le regarda de près. Malgré la saleté et la souffrance, elle reconnut l'homme. C'était Michael, et la vieille femme dans le fauteuil roulant était Brenda. Son ex-mari et son ex-belle-mère se tenaient devant elle comme des mendiants, attendant sa charité. Le cœur d'Émilie battait régulièrement. Elle ne ressentait aucune colère, aucun ressentiment, pas même de la pitié, juste un vide, une indifférence complète. Ils étaient comme des étrangers. Michael s'attendait à une réaction, des cris, des larmes, quelque chose. Il voulait tomber à genoux, demander pardon, lui dire à quel point il était désolé. Mais Émilie ne fit rien de tout cela. Elle fit un signe de tête poli, son sourire professionnel intact, plaça le paquet et l'enveloppe dans la main tremblante de Michael, et se tourna vers la personne suivante dans la file. « S'il vous plaît, circulez, monsieur. La file est longue. » Le cœur de Michael se brisa. L'indifférence d'Émilie était la punition la plus douloureuse de tout être invisible, être insignifiant. Un garde de sécurité s'approcha et lui demanda gentiment de partir. Michael, hébété, poussa le fauteuil roulant de sa mère. Brenda ne se souciait que d'attraper la nourriture. Il s'arrêta sur le trottoir en face. Il regarda Émilie monter dans une luxueuse berline noire. Un chauffeur lui tint la porte. La voiture s'éloigna, l'emportant vers sa vie brillante sans un regard en arrière. Michael ouvrit le paquet de nourriture. À l'intérieur se trouvait du riz, un ragoût de bœuf et des légumes, le repas le plus luxueux qu'il ait vu en un an. Il donna une cuillerée à sa mère puis en mangea lui-même. La nourriture était délicieuse, mais dans sa bouche, elle se mélangeait au goût salé des larmes qui coulaient sur ses joues. Il pleura de manière incontrôlable au milieu de la rue, serrant la boîte de nourriture comme si c'était son seul lien avec le passé. Le regret était venu bien trop tard. Il avait jeté un diamant pour une poignée de pierres tranchantes, et maintenant ces pierres l'avaient vidé de son sang. La porte du pardon était fermée, non pas parce qu'elle était verrouillée, mais parce que la propriétaire de la maison avait emménagé dans un palais bien plus beau. La vengeance parfaite n'est pas la colère, mais de devenir si heureux, si prospère et si paisible que l'existence de ceux qui vous ont blessé n'a plus la moindre importance. Leur ruine n'était qu'une petite note de bas de page dans le livre épais de son succès.